On a attendu et attendu encore, un peu comme des ados qui patienteraient pour rentrer dans un concert de Taylor Swift. Sauf que là, l'idole, c'était Jérôme Powell et vous pouvez me croire, on n'a pas souvent dit ça d'un banquier central. Toute la semaine, les marchés n'ont parlé que d'une chose, Jackson Hole. Et comme toujours, quand on met le monde merveilleux de l'investissement dans une pièce avec rien d'autre à faire que de spéculer sur 3 virgules et une douzaine de mots-clés dans un discours qui n'a fondamentalement aucune valeur, puisqu'il n'est pas prononcé à la fin du FOMC meeting, ça donne du grand n'importe quoi. Mais il faut tout de même retenir une chose, le marché se comporte comme un toxicomane qui est prêt à faire n'importe quoi pour avoir sa dose. Si on prenait la peine, ne serait-ce que 30 secondes, de réfléchir au comportement qui est le nôtre face aux indices boursiers, on se rendra rapidement compte que depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, nous sommes attachés à deux choses, les droits de douane et le fait que Powell doit baisser les taux au moins une fois durant l'année. Et c'est le point principal de cette année justement. Powell marche sur des œufs, Trump le pousse au cul, et les marchés sont montés depuis plusieurs semaines en se basant sur le fait que Powell allait baisser les taux. Et cette semaine, on a eu peur que Powell nous dise fermement qu'il ne baisserait pas les taux, et comme il ne l'a pas fait, les marchés sont montés parce qu'on leur a donné ce qu'ils voulaient, de l'espoir d'une baisse des taux au mois de septembre, à tel point qu'on n'a vu que ça et entendu que ça. Sans compter que nous avons été tellement soulagés que Powell ne se soit pas montré au quiche, que j'en suis à me demander si hier soir nous ne sommes pas montés pour ce qui n'a pas été dit, plutôt qu'à cause de ce qui a été dit par Jérôme Powell. Mais le plus important, c'est que le monde merveilleux de la finance ait reçu sa dose d'espoir de baisse des taux, ce qui ne règle absolument pas les problèmes économiques auxquels nous faisons face. Ça, on s'en fout. Tant que les taux baissent en septembre et même peut-être en octobre, tout va bien. Bienvenue dans ce Swissbliss, je suis Thomas Veillet. Nous sommes le 23 août 2025 et les taux, ils vont bientôt baisser. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Dès lundi, le décor était planté. Les marchés n'en avaient plus rien à faire de l'Ukraine, des PMI, des jobless claims ou même de Trump qui joue les entremetteurs entre Poutine et Zelensky. Tout le monde avait les yeux rivés sur Jackson Hole, comme si de ce petit coin paumé du Wyoming allait surgir la réponse à la question existentielle: est-ce qu'on va baisser les taux en septembre? Les indices ont vécu toute la semaine en apnée, le S&P 500 a enchaîné 5 séances de baisse consécutives et pourtant, c'était pas un crash, même pas une correction, ou alors une correction homéopathique, juste une espèce de pause digestive, façon de dire on attend le dessert made in Jackson Hole, mais on touche pas à l'assiette avant ça. Dans les salles de marché, ça spéculait sur tout, la couleur du costard de Powell, son ton de voix, le fait qu'il porte une cravate ou pas, et même le rythme de sa respiration. J'ai même entendu un type à Londres jurer que si Powell disait inflation plus de 10 fois, c'était forcément un signe qu'il ne couperait pas les taux. On était littéralement dans un koh-lanta monétaire avec comme totem d'immunité 25 points de base. Vendredi, 16h pile, silence absolu, CNBC branché dans toutes les salles de marché, les algos sur le qui-vive et Powell qui s'avance. Le niveau de tension était tel qu'on aurait dit qu'il allait annoncer la prochaine tournée de U2. Et là, bam! Il commence par dire que l'économie américaine se trouve dans une situation délicate. Traduction, on a envie de vous faire plaisir, mais on a aussi une inflation qui colle comme du papier tue-mouche. Alors, premièrement, bonne nouvelle, il reconnaît que le marché de l'emploi se dégrade plus vite que prévu, autrement dit, oui, il va falloir penser à soutenir la croissance. Donc, il va baisser les taux. Deuxièmement, mauvaise nouvelle, il rappelle que les droits de douane de Donald Trump se répercutent déjà dans les prix à la consommation. Donc, si on baisse trop tôt les taux, on risque de rallumer l'inflation. Donc, il pourrait ne pas baisser les taux. Troisièmement, bonne nouvelle. Il ne promet à rien. Pas de date, pas de chiffres, pas de musique douce, juste on fera ce qu'il faut, mais doucement et sans précipitation en tenant compte des datas. Et oui, encore une fois. Donc, il pourrait baisser les taux ou pas. Ça va dépendre des prochains chiffres économiques et du nombre d'insultes qu'il va recevoir de la part de Donald Trump. En gros, Powell a fait le grand écart en disant « Oui, on pourrait baisser, mais pas trop vite et pas trop fort, et peut-être pas en septembre. » Enfin, si peut-être, mais c'est pas sûr. En résumé, on peut prendre son discours dans tous les sens, changer la taille des typos de caractères ou même le traduire en plusieurs langues. Powell n'a rien, mais
rien annoncé de nouveau, sauf qu'il est un petit peu plus stressé à cause de l'emploi. Et que comme par le passé, il a toujours dit qu'il agirait pour soutenir l'emploi, c'est grosso modo toute la conclusion qu'on a fait le marché. Le reste, c'est que du réchauffé dans un Tupperware qu'on a oublié au fond du frigo pendant une semaine. Mais là, à la fin, on a quand même racheté le marché, le S&P 500 a effacé ses 5 séances de baisse et affiche même la plus haute clôture de son histoire. Nvidia reprenait 1,7%, Apple 1,2%, Microsoft 0,5%, Meta 2%, Google 3%, Tesla 6% et Amazon 3,1%. On a donc clairement fait le lien. Powell est inquiet pour l'emploi, donc on achète de la techno. Mais au fond, tout le monde a compris la même chose. Powell nous a dit d'attendre encore un mois de plus. Il a transformé Jackson Hole en un immense bottage en touche, puisque dès demain, on va recommencer à attendre les prochains chiffres, histoire de spéculer sur ce que Powell va faire en septembre. Parce que non, on n'a pas renoncé à faire planer le doute, pas du tout. S'il n'y avait pas eu Jackson Hole cette semaine, on aurait aussi pu retenir que les minutes du FOMC meeting montraient une immense dissension à l'intérieur même de la Fed et que ça fait des années qu'on n'avait plus vu ça. Les tentatives de déstabilisation de l'institution par Donald Trump himself et ses sbires semblent fonctionner gentiment. Et encore plus depuis que l'affaire Lisa Cook, membre de la Fed qui s'est fait choper dans une sombre histoire de magouille pour des prêts immobiliers, et Trump réclame d'ailleurs son licenciement immédiat, en espérant qu'il puisse nommer un de ses gars de plus à la Fed pour mettre encore un peu plus la pression sur Jérôme Powell. Bon, c'est pas encore gagné, mais disons que comme Trump ne peut pas virer Powell, il essaye de détruire la Fed de l'intérieur en envoyant ses agents infiltrés. Alors si jamais le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous trouverez le lien dans la description, c'est cette vidéo-là. Et pendant ce temps-là, en Suisse, on a appris que les droits de douane américains de 39% pourraient faire mal à l'économie, 0,4% du PIB amputé, mais pas de panique, l'UBS nous rassure, ça pourrait redescendre à 15%. En clair, on joue à la roulette russe avec la prospérité helvétique, mais avec la confiance à peine dissimulée que le Conseil fédéral va trouver une solution pour faire baisser les droits de douane sans devoir doubler la commande des F-35 pour faire plaisir à Donald Trump. Et pendant ce temps-là, le SMI a vécu une belle semaine parce qu'enfin on aime les valeurs défensives. Même Nestlé a pris plus de 4% cette semaine. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu ça. Sur le front des nouvelles macroéconomiques, le commerce extérieur suisse a reculé tout azimut en juillet, en raison notamment d'un secteur de la chimie pharma qui a plombé le résultat à l'entrée et à la sortie. La balance commerciale affiche quand même un excédent de 4,3 milliards de francs suisses. Les exportations horlogères ont nettement rebondi en juillet de 6,9%, portées par les incertitudes liées aux droits de douane américains, et en excluant cet effet d'anticipation, elles auraient toutefois légèrement reculé. Bref, c'est pas vraiment gagné pour le secteur. En Europe, on a quand même bien profité du narratif. Trump va ramener la paix dans le monde, puisque les indices se sont bien comportés, sauf dans le secteur de la défense et de l'alcool. La défense parce que Trump a réussi à forcer les Européens à acheter des armes américaines pour soutenir l'Ukraine, et l'alcool parce que dans les négociations des droits de douane, les bras cassés de négociateurs européens n'ont pas réussi à faire exempter le secteur des 15% de taxes. Aux États-Unis, mis à part le thème Powell, Jackson Hole et Trump, on a eu un PMI qui explosait, 55,4, meilleure lecture sur les 8 derniers mois, et des jobs claims absolument dégueulasses. Donc soit l'économie va bien, soit elle va mal, ou les deux en même temps, je sais pas, mais on appelle ça la logique 2025. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on peut largement remettre en question les chiffres économiques qu'on nous donne, histoire de savoir s'ils sont vraiment calculés correctement, puisque régulièrement, ça nous donne tout et son contraire. D'ailleurs, perso, je me réjouis déjà de la lecture du PCE qui sera publiée en fin de semaine prochaine. Voilà, cette semaine, on a donc eu droit au grand cirque de Jackson Hole. Powell a parlé, au final, il n'a pas tranché. Résultat, les marchés vont continuer de spéculer, les traders vont continuer de prier, de parier sur une baisse des taux, et nous, on va continuer de se marrer devant ce théâtre absurde où quelques mots peuvent valoir des milliards de capitalisation boursière. Moralité, Powell est devenu malgré lui une rockstar, sauf que lui, il n'a pas de guitare électrique, juste une courbe des taux et un micro. Mais une chose est certaine, c'est largement assez pour foutre toute la planète en PLS. Du côté des performances de la semaine, vous voyez la Chine qui remporte le pompon avec 3,49% de performance, le Dow Jones qui termine plutôt bien au plus haut de tous les temps, on a également le SMI qui avance de 1,64%, le Nasdaq qui lui termine légèrement en baisse, 0,58%, on a eu quand même pas mal de poids sur les Magnificent Seven, l'IBEX qui termine en hausse de 0,78%, le pétrole qui reprend 1,37%, on va y revenir tout à l'heure, et puis le CAC et le DAX qui ne font pas grand-chose in fine, et puis surtout le Nikkei qui perdait 1,72% sur la semaine. Eux, ils se rendent compte qu'il va y avoir pas mal de mouvements sur les taux probablement d'ici la fin de l'année, mais ça on en reparlera, ce sera probablement le sujet de cet automne.
Le SMI, je vous l'ai dit, les défensifs principalement. Nestlé qui prend 4,17%. Logitech qui repart à l'assaut des marchés, qui reprend 4,27% sur la semaine. Et puis derrière, vous avez tout le monde qui montait, grosso modo. Mais surtout, les big names, Roche, Novartis, Nestlé qui ont tiré le marché. Et puis on notera les deux queues de peloton, Geberit et Alcon. Ça, c'est principalement à cause de leurs chiffres. Et je vais y revenir dans quelques secondes. Du point de vue technique, vous voyez que le SMI est sorti de son canal latéral ici et là. Donc là, on a cassé la moyenne mobile des 50 jours, la moyenne mobile des 200 jours. Et on se retrouve aujourd'hui, on a testé les 12 300 durant la semaine. On clôture à 12 264. Donc les prochaines résistances sont visiblement les 12 400 sur le SMI. Il faudra surveiller le retour éventuel dans ce canal latéral. Si on réintègre ça dans les 2-3 jours, ça voudra dire qu'on va probablement replonger. Affaire à suivre. On verra un petit peu les nouvelles qu'on va avoir ces prochains temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la dernière fois qu'on était aussi bas, c'était à l'époque où on a appris plus ou moins l'histoire des droits de douane. Et on s'est plutôt bien sorti, on s'en est plutôt bien sorti sur le SMI ces derniers temps. Le S&P 500, donc on avait une semaine qui était make or break. Si Powell nous décevait, ça pouvait faire très très mal. Vous voyez qu'on avait des points de support assez intéressants à surveiller qui étaient là, là et donc là. On a très très bien tenu et on repart. Et si on zoome, eh bien vous voyez qu'on a été chercher les plus hauts historiques. Alors c'est pas les plus hauts de tous les temps parce qu'on avait déjà fait un plus haut intraday le 15 août, mais aujourd'hui, le 22 août, on a terminé au plus haut de tous les temps, la plus haute clôture de tous les temps à 6467,50, qui est donc le nouveau record à battre en termes de clôture sur le S&P 500. Le Nasdaq, lui, il n'a pas réussi à rebondir. Alors principalement, on est revenu tester la moyenne mobile des 50 jours, mais on a rebondi en fin de semaine à cause de Powell, bien sûr. Toute cette baisse-là est principalement due et induite par les Magnificent Seven, qui pèsent quand même assez lourdement sur l'indice. Cette semaine, d'ailleurs, si on regarde ce graphique, ça, c'est le graphique du MAGS, l'ETF sur les Magnificent Seven. Donc là, vous voyez, donc ça, c'est le MAGS. C'est l'ETF qui gère les Magnificent Seven, ces grosses boîtes, ces fameux monstres du marché. Et vous voyez que là, on a cette tendance qui est quand même bien affichée. Et là aussi, on est venu chercher le bas du range et on a rebondi et on repart à la hausse. Il suffira juste que Nvidia retourne au plus haut de tous les temps pour que le Magnificent 7 ETF y retourne également. Petit détour par les semi-conducteurs, le SOX, vous le voyez, toujours coincé dans ce range latéral à haute altitude avec un bas à 5472 et une résistance autour des 5950, on va dire 960, zone à casser. Niveau intéressant à observer, c'est les 6000. Si on venait les casser, ça pourrait être relativement intéressant. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on a eu l'histoire d'Intel, où on a le gouvernement américain qui va injecter 10% dans le capital d'Intel, prendre 10% de participation. Il y a d'autres noms qui sont sur la liste, entre autres Micron, qui sont arrivés sur la liste cette semaine. Donc on voit que le gouvernement américain a la ferme intention de soutenir la thématique des semi-conducteurs et de mettre la main au porte-monnaie pour ça, ce qui est plutôt rassurant et plutôt motivant pour les boîtes de semi-conducteurs qui vont se sentir soutenues, parce qu'évidemment, le gouvernement n'aura pas intérêt à aller contre eux, du moins d'un point de vue légal ou fiscal, s'ils sont actionnaires de la boîte, bien évidemment. Après, ça laisse aussi poser plein d'autres questions. Est-ce que le fait que la politique, que le gouvernement rentre au capital, c'est une bonne chose ? Ça, c'est autre chose. On sait que chaque fois que les gouvernements se sont mêlés de business, ça ne s'est jamais bien terminé. Enfin, on verra ça plus tard. Le DAX suspendu à haute altitude, rien à dire. Pour l'instant, on consolide à haute altitude malgré les mauvaises nouvelles sur l'armement durant la semaine. Le CAC 40 est sorti de son range latéral aussi. Enfin, il essaye de sortir. Il a terminé en dessus. On n'arrive pas à casser pour l'instant les 8000. On a pas mal souffert là aussi de l'armement et puis du côté spiritueux. Bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. Et puis la France se prépare aussi des périodes relativement difficiles puisque le gouvernement n'est pas forcément bien soutenu. Il y a la rentrée politique et le 10 septembre, tout le pays sera bloqué si on en croit les partis de gauche. Et puis on termine avec le pétrole qui fait pas grand-chose mais qui termine en hausse sur la semaine. La raison principale, c'est la baisse des stocks surprises sur les stocks américains, ce qui fait que ça a donné lieu à un petit rebond ces 3 derniers jours. À noter que le niveau des 60 reste très important puisque c'est ce chiffre magique que Trump a promis en disant qu'au-dessous des 60, il pouvait flinguer la Russie. Donc c'est ce qui lui permet un peu de tenir la tête de Vladimir Poutine sous l'eau pour le faire négocier avec l'Ukraine. Mais ça, pour l'instant, c'est un sujet qu'on abordera probablement ces prochains temps lors de ce fameux meeting Zelensky-Poutine qui se tiendra peut-être à Genève.
On attaque maintenant le chapitre des vedettes de la semaine et on attaque avec Swatch qui s'est retrouvé en plein bad buzz avec une publicité jugée raciste, obligée d'être retirée et suivie d'excuses officielles. Mais la marque n'est pas la seule à avoir fait ça, puisqu'aux États-Unis, il y a déjà eu des pubs borderline qui se multiplient en ce moment, alors que la diversité n'est plus la priorité marketing qu'elle était après 2020. American Eagle a déclenché la polémique avec Sydney Sweeney et un jeu de mots douteux sur les gènes et les jeans. Dunkin a fait parler de bronzage génétique et Elf s'est excusé après avoir mis en avant un humoriste avec des blagues un peu glauques. Même L'Oréal a été critiqué pour avoir collaboré avec une influenceuse OnlyFans en contradiction totale avec ses propres règles. Et dans cette course au buzz, les marques flattent les réseaux mais prennent le risque d'exclure une partie de leur clientèle. Bref, le marketing 2025, c'est plutôt choquer d'abord et s'excuser ensuite. Du point de vue de l'action, le titre a perdu 3% sur la polémique et on a regagné 8 durant les 4 séances suivantes, comme quoi la méthode de l'excuse semble avoir plutôt bien fonctionné. Et comme disait Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Alors voilà, vous avez le graphique de Swatch. Alors d'abord, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la baisse de lundi, on est allé se poser directement sur le support de cette tendance haussière qui se construit gentiment depuis le mois d'avril. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on est relativement solide. Mais après, surtout, regardez ça attentivement. On est allé quand même chercher des niveaux tout en bas là, mais regardez ça. Donc ça, ce candlestick que vous avez là, le candlestick du 18 août, c'est l'annonce de cette publicité jugée raciste. Puis derrière, vous voyez que ça rebondit massivement et on termine la semaine à 144,30 après avoir fait un plus bas à 133,10. Comme quoi, vous voyez que c'était plutôt un bon deal de jouer les héros en début de semaine sur Swatch. Alcon, le mastodonte des produits ophtalmiques, a généré entre avril et fin juin un chiffre d'affaires de 2,6 milliards en hausse de 4% sur un an. La rentabilité en revanche s'est maintenue sur une pente descendante et la direction a à nouveau un peu raboté ses attentes pour l'ensemble de l'exercice en cours. Alors Alcon, c'est un peu l'élève brillant qui arrive toujours premier en classe mais qui enchaîne soudainement 2 mauvaises notes coup sur coup et qui fait paniquer tout le monde. Résultat du trimestre décevant et comme si ça ne suffisait pas, la direction a revu ses prévisions à la baisse pour la deuxième fois de l'année. Forcément, ça ne rassure pas les investisseurs déjà allergiques aux mauvaises surprises. Dans le détail, les lentilles de contact continuent de cartonner et restent le moteur principal de la croissance, mais le reste patine. La chirurgie déçoit, l'équipement ralentit et les implants perdent du terrain. Autrement dit, Alcon reste un champion incontesté du marché, mais ces segments stars ne suffisent plus à cacher les failles. À cela, vous ajoutez encore des pressions concurrentielles, un marché chirurgical morose et des droits de douane qui plombent les marges. Bref, la météo économique n'aide pas forcément. Pour se relancer, Alcon mise gros sur ses nouveaux lancements et un joli coup de M&A avec Star Surgical. Sur le papier, c'est malin, mais ça prendra du temps avant de vraiment rapporter du pognon. Et résultat immédiat, le titre s'est fait démonter en bourse en perdant près de 9% en une séance. Et même si la maison reste solide avec un PER déjà bien chargé, le marché envoie un message très clair. Alcon, montre-nous des résultats concrets et pas juste des promesses. En conclusion, c'est une boîte qui a une stature de leader mondial mais qui traverse une zone de turbulence et comme toujours en bourse, quand les attentes sont trop hautes et que le soufflet retombe, les investisseurs ne pardonnent pas. Alors voilà le graphique d'Alcon. Alors vous avez les résultats précédents avec le profit warning, là, et le deuxième, là. Donc grosso modo, ce qu'on peut retenir sur Alcon, c'est que le titre s'est fait démonter, que graphiquement ça ressemble pas à grand chose, mais si on va chercher un petit peu dans le passé, on voit quand même qu'on a eu une zone de consolidation avant de se rendre compte que c'était quand même une belle boîte. On était à ces niveaux-là, vous voyez, sur la zone des 61 francs, plus ou moins. Et là, on revient tester ce niveau-là. Donc, quand on regarde un peu les commentaires des analystes qui sont déçus, mais qui ont quand même de l'espoir pour l'avenir, j'ai envie de dire qu'il y a un point de support qui se dessine dans la zone des 60 balles, et que si vous êtes un peu à l'aise avec la thématique des options, vous pourriez vendre des puts avec un strike à 60 et une échéance à une année. Ça doit être relativement intéressant à jouer pour rejouer le recovery story sur le moyen long terme de chez Alcon, puisque ça reste, comme on l'a dit précédemment, un leader mondial quand même. Geberit a publié des résultats mi-figue, mi-raisin, le chiffre d'affaires progresse, porté par les nouveaux produits et la croissance européenne, mais la marge de EBITDA recule à cause des coûts exceptionnels liés à la fermeture d'une usine en Allemagne. Le bénéfice net fléchit légèrement, même si le rachat d'actions adoucit un peu la pilule. Bonne nouvelle par contre, le cash flow grimpe et l'impact des droits de douane US reste marginal grâce à une production locale. Pour 2025, Geberit vise encore 4% de croissance, mais avec une marge plus fine autour de 29%. Bref, du solide,
mais les investisseurs s'attendaient clairement à mieux. Il faut dire que Geberit a fait quand même une belle performance ces derniers mois, donc j'imagine qu'il y a aussi eu quelques petits profit-taking. On avait vu venir un peu la chose ces derniers jours. Néanmoins, ce sera intéressant d'observer le comportement du titre quand il va revenir sur cette zone-là, ce qu'on a tenu plutôt dans la zone autour des 580-585. Si on revient par là autour, ce sera intéressant de voir si on tient, si on arrive à répercuter cette zone-là où on avait déjà souffert à la hausse, et est-ce qu'on va la tenir à la baisse, donc à suivre ces prochains temps. Puis n'oubliez pas que s'il y a une paix qui se dessine en Ukraine, autant vous dire qu'au niveau de la reconstruction, on va reparler forcément de Geberit. Partners Group vient de miser 65 millions de dollars sur Restore 3D, une pépite américaine spécialisée dans les implants orthopédiques imprimés en 3D. L'investissement s'inscrit dans une levée de fonds totale de 104 millions, le reste venant des actionnaires historiques. Fondée en 2017, la société conçoit déjà toute une gamme d'implants homologués aux États-Unis, du pied à l'épaule, en passant par la hanche et le genou. En clair, Partners Group parie sur l'avenir de la chirurgie orthopédique high-tech. Je vous passe le détail du graphique, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais pour clore ce chapitre des vedettes de la semaine, il faut aussi retenir que la Suisse a pas mal bénéficié des rotations sectorielles, puisque en début de semaine, les intervenants ont bien réduit la voilure sur les valeurs de croissance, donc la tech, d'où la performance de nos grosses Bertha dans le SMI, avec Roche qui termine en hausse de 2,15%, Novartis plus 2,48% et Nestlé qui prend 4,17% sur la semaine. Belle semaine donc pour les vedettes du marché suisse. On attaque maintenant avec le en vrac de la semaine et Sicor qui décroche une commande de 5 millions dans l'aéronautique et la défense. Client mystère, mais les pièces seront faites à Vangs, à Saint-Gall et iront direct dans des radars aéroportés. YAG cartonne avec ses loyers qui grimpent et ses coûts sous contrôle. Résultat, profit en nette hausse et direction qui voit la suite avec le sourire. Advent International a donc sorti le chéquier, OPA à 1,05 milliard sur uBlock, 135 francs cash par action, soit 53% de prime par rapport au cours des 6 derniers mois. Un deal qui sent leur achat agressif à plein nez, mais qui était largement dans les prix. La Banque cantonale de Genève souffre de la baisse des taux, recettes en recul mais fonds propres renforcés. Résultat attendu en retrait pour la suite. Basilea garde le cap sur la croissance, mais sa rentabilité flanche. Le marché n'a pas pardonné, le titre s'est fait démonter. Doc Morris creuse ses pertes nettes, mais continue de promettre monts et merveilles pour l'année et le moyen terme. Réponse immédiate du marché. Grosse pression vendeuse, on ne vous croit pas. Huber & Suner affiche des indicateurs solides malgré les douanes américaines qui freinent certains marchés. Confiance maintenue pour finir l'année. Medartis relève ses ambitions et vise désormais une croissance organique de 14 à 16% pour 2025. Phoenix Mécano voit vente et profit plombés par les droits de douane américains mais table sur une normalisation d'ici la fin de l'année. PSP Property affiche un bénéfice en forte hausse grâce aux revalorisations, mais sans ça, les profits se tassent quand même. Scan glisse dans le rouge mais promet un rebond au second semestre et envisage même une usine aux États-Unis pour contourner les droits de douane. Chez Barème, on muscle son management avec un nouveau CEO qui débarquera en septembre. Emi gonfle son chiffre d'affaires mais voit son bénéfice reculer. Le groupe vante la solidité de son modèle malgré un contexte compliqué. Gurit prend un coup de massue, chiffre d'affaires en baisse de 20% avec des clients frileux face aux incertitudes douanières. Implenia profite à fond de ses projets de tunnels et de ponts, revenus et bénéfices en hausse, carnet blindé, objectif confirmé. LLB voit sa rentabilité s'éroder mais ses revenus gonflés grâce à des afflux massifs d'argent frais. Novavest confirme des résultats en progression, bénéfices nets en hausse, taux de vacances en baisse. Sensirion renoue avec les bénéfices, recettes en hausse et perspectives de croissance confirmées pour 2025. Sunrise MySport sécurise les droits TV du hockey suisse pour les 8 prochaines années. Jackpot de fidélisation. Zug Estate explose ses résultats, bénéfices multipliés par 2 en une année. A Small World, le réseau des riches voyageurs se tasse sévèrement. Recettes en baisse de 25%, rentabilité quasi effacée, ambition revue à la baisse. PCV affiche un résultat en retrait avec la baisse des taux, mais reste qu'ils ont publié le 3e plus gros bénéfice de leur histoire. BKW paye la comparaison avec 2024, bénéfice net qui s'effondre de 44%. Evonext reste une coquille vide, perte de 361 000 francs, seule respiration grâce à 90 000 francs récupérés d'un litige. Orior, vente en recul, marge en chute de près de 30%, coup dur pour l'alimentaire. Siegfried baisse de régime sur la rentabilité nette, mais garde sa feuille de route 2025 intacte. Sunrise, encore eux, réduit nettement sa perte nette au 2e trimestre malgré des revenus en
léger repli. Swiss Prime Site encaisse une baisse des recettes mais maintient sa rentabilité grâce à des revalorisations, c'est très à la mode dans le secteur. Allreal opérationnel stable, bénéfices gonflés par les revalorisations encore une fois. HT5 Hordorf, dernière danse pour restructurer la dette de 125 millions héritée de 2017, les actionnaires sont appelés à trancher. Et puis la Banque cantonale de Lucerne profite d'un bond dans les hypothèques et des recettes en hausse malgré la pression sur les taux, là aussi gros classique, et soigne sa rentabilité. Voilà pour cette semaine, on a vibré pour 3,2 soupirs de Powell, on a acheté parce qu'il n'a pas dit ce qu'on craignait et on finit avec des indices qui battent presque des records comme si l'économie cartonnait. Mais la vraie vie, c'est pas Jackson Hole, c'est l'inflation qui colle à nos baskets et devinez quoi, la semaine prochaine on aura droit au PCE, l'indicateur préféré de la Fed, celui que Powell regarde tous les matins en se brossant les dents. Autant dire que ce chiffre-là, il peut à lui seul décider si on baisse les taux en septembre ou si on se reprend une claque monumentale. Et puis, il y a un autre chiffre qui va sortir la semaine prochaine, c'est les résultats de Nvidia. Et lui aussi, il a le pouvoir de faire ou défaire le marché. Alors, attachez vos ceintures parce qu'on va s'éclater la semaine prochaine. En attendant, profitez du week-end, rechargez les batteries parce que dès lundi, on remet une pièce dans la machine à sous de Las Vegas version Powell. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, commentez, bref, faites tourner l'info et préparez votre café parce que lundi matin, on attaque la semaine avec un nouveau Morning Bull live. Et d'ici là, soyez forts et comme disait Yoda, quand 900 ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras. Allez, bye bye et bon week-end.